Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau un livre sur les vaisseaux de Star Trek. Voilà, j'ai craqué. Je voulais pas attendre d'avoir une nouvelle édition du premier bouquin de cette collection que je vous ai déjà présenté. Je vous mettrai le lien quelque part. Et donc du coup je me suis dit allez, on se lance, on va voir ce que ça donne, et puis j'en ai bien besoin pour voir ce que donnaient justement ces designs de vaisseaux, puisque je vais présenter lors de la PopCon en avril prochain, à la mi-avril prochain, le dimanche, je vais présenter une conférence sur l'évolution du design de l'Enterprise depuis ses débuts en 1966 à maintenant avec Star Trek Discovery, puisqu'avec la seconde saison on a de nouveau une nouvelle version de l'Enterprise qui nous est présentée. Et moi ça m'intéressait quand même de voir aussi ce que c'était donc avec d'autres vaisseaux. Alors il y avait déjà des choses présentées dans le premier volume, mais celui-ci m'intéresse aussi également, puisque il y a pas mal de choses sur les vaisseaux Klingons, il y a pas mal de choses sur les films de Star Trek Next Generation, il y a quelques petites choses sur la série Enterprise, et surtout il y a pas mal de design et d'évolution d'un vaisseau et d'une série que j'aime beaucoup, alors que beaucoup la détestent, mais tant pis, qui est donc Star Trek Voyager. Donc même édition que la dernière fois, avec des éléments et des détails issus de la collection Eagle Moss, qui, je le rappelle, propose donc une collection de miniatures en partie en métal et en plastique des vaisseaux de Star Trek. Ils ont déjà une sacrée collection. Et ici, ce livre donc est proposé aux États-Unis en tout cas à 29,95 $, au Canada à 39,95 $, et moi je l'ai commandé sur Amazon, voilà, tout simplement. Et donc c'est bel et bien le second volume de cette collection de livres autour des designs des vaisseaux de Star Trek, et c'est toujours signé de Ben Robinson et de Marcus Riley. Voilà, donc très récent en plus, hein, il est marqué de 2018, donc il y a un prochain bouquin qui est prévu, donc bien évidemment un volume 3 que je me procurerai très certainement, parce que c'est très clairement la synthèse des informations et des dessins que je rêvais d'avoir depuis longtemps, et que je n'avais qu'en partie sur des bouquins qui avaient des illustrations mais souvent petites, ou alors beaucoup plus d'informations sur les personnages, sur les acteurs, sur ceci, sur cela, et au final assez peu sur les vaisseaux et les effets spéciaux. Donc on va voir ce que donne ce bouquin immédiatement. Alors ce livre, alors déjà contrairement au précédent, il a donc une couverture un peu comme pour les mangas qui peut s'enlever, et pas d'image sur la version imprimée à l'intérieur, mais pour autant c'est quand même un livre en dos carré collé, mais surtout broché, ça se voit ici, donc une garantie de qualité. J'ai gardé ça pour le souvenir, c'était sur le plastique qu'il y avait autour du bouquin quand je l'ai reçu. Et donc nous avons une trentaine de vaisseaux qui sont présentés, donc le Voyager, l'Aero Shuttle, le Delta Flyer qui a toujours posé problème aux fans, la navette de Neelix, le USS Raven qui est donc le vaisseau des parents de Seven of Nine, l'USS Prometheus qui est un de mes vaisseaux préférés de Voyager, alors c'est super, il y a pas mal de pages dessus, l'Equinox qui est aussi un de mes vaisseaux préférés, le Scout Ship de la Fédération, le Phoenix qui est donc le premier vaisseau terrien avec moteur Warp, qui va permettre aux Vulcains de faire le premier contact avec les Terriens.
Inspection Pod du NX-01, le NX Alpha, l'Enterprise J, le vaisseau Gorn, le Bird of Prey Klingon, Vidger, le vaisseau romulien, le Bird of Prey romulien, la sphère Borg, l'intrépide qui est pas mal aussi, et les vaisseaux Xindi. Enfin bon, voilà, il y a quantité de choses vraiment sympathiques là-dedans. Alors on commence évidemment avec l'USS Voyager. Alors rappelons que Star Trek Voyager, c'est quand même la 4e série Star Trek de la licence, depuis les aventures de Kirk, Spock et Bones. Et Voyager fait suite, en fait, non seulement à Deep Space Nine, mais aussi à Next Generation. Et donc Next Generation, c'est 1987. Je sais plus trop de quand date Deep Space Nine, mais il me semble que c'était début des années 90, donc peut-être 91-92. Et Star Trek Voyager arrive en 1995. C'est terminé après 7 saisons en 2001. Donc le truc, c'est que Star Trek Voyager, il fallait quand même que ce soit différencié de ce qu'on voit dans Deep Space Nine avec une station spatiale, de Next Generation qui était très proche des concepts des aventures de Star Trek, la série originale des années 60. Donc là, c'est de nouveaux défis, un nouveau vaisseau avec un nouveau look. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il paraît que le design général du Voyager n'a absolument pas été fait en parallèle du nouveau design de l'Enterprise E, et pourtant emprunte exactement la même chose, à savoir la forme en flèche du vaisseau, qui pourrait rappeler éventuellement l'Enterprise E. Et donc une volonté peut-être de la part de Starfleet de faire des vaisseaux non plus confortables, mais avant tout manœuvrables et capables de se défendre contre une menace, par exemple Borg, puisqu'ils sont quand même pris plein la tronche avec les Borg. Et le design général du Voyager a été confié à Rick Sternbach, qui avec son équipe a réfléchi à différentes formes de vaisseaux, comme vous voyez ici. Voilà. Et apparemment l'idée était d'avoir un look vraiment très nouveau ici, qui aura finalement été abandonné, et surtout des nacelles vers le bas, comme ça peut être le cas sur le Reliant. Et on voit quand même que ces premières idées avaient quand même bien avancé, hein. On a quand même là des moteurs qui pourraient rappeler un petit peu le Runabout de Deep Space Nine, mais avec cette partie là qui pourrait rappeler l'Enterprise Refit. Là on a très clairement quelque chose qui est repris du Runabout, très très clairement. Donc là encore, rien ne se perd, rien ne se crée. Et ça avait quand même vraiment avancé, avec même d'autres versions qui pourraient rappeler le Nebula Class de Next Generation. Et toujours donc les nacelles vers le bas. La forme des moteurs varie ici, mais on a toujours ce détail ici qui est très clairement repris du Runabout. Alors Monsieur Focus ne m'aidant pas, je fais ça en manuel, voilà. Et là très clairement en fait on a des éléments du Runabout, hein, ni plus ni moins pour moi. Ça vient du Runabout, ça vient du Runabout. Et même, c'était tellement avancé en fait qu'ils avaient même fait une première maquette pour voir un petit peu ce que ça donnait, certainement pour étudier les différents angles possibles, les beauty shots comme on pourrait appeler ça. Voilà, donc c'est là par exemple on avait un design qui rappelait un petit peu plus un vaisseau de Star Trek 3, qui est l'USS Grissom, qui se fait avoir par les vaisseaux Klingons. Bon là il est un petit peu trop rond, mais voilà, on voit qu'il y a quand même eu une sacrée évolution, même ici là avec une forme qui pourrait rappeler justement les vaisseaux vulcains qu'on voit dans la série Enterprise. Et
Là encore d'autres idées avec quelque chose d'encore plus élancé, on va dire. Là carrément un vaisseau qu'ils ont appelé The Wing Ship, donc un vaisseau L. Et puis finalement on se rapproche du design définitif avec encore une fois l'idée, est-ce qu'on met les nacelles vers le haut, est-ce qu'on met les nacelles vers le bas, est-ce qu'on les met carrément au milieu. Voilà, la forme générale du vaisseau est ici, mais il y avait clairement une indécision concernant les moteurs Warp. Mais je trouve ça amusant parce que c'est les questions que je me suis posées justement avec ma version du Voyager que j'ai kitbashé, et je vous mettrai le lien quelque part ici. Mais cette indécision va mener en fait ni plus ni moins qu'à l'idée d'avoir des moteurs warp qui bougent. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position quand ils sont en warp, ils sont dans une autre position quand ils sont en moteur à impulsion. Mais on voit donc que ça a nécessité énormément de boulot. L'aéro shuttle, là on passe carrément à autre chose, c'est sous en fait la soucoupe du Voyager, et c'est un élément qui n'a jamais été utilisé dans la série. C'est un élément qui existe aussi dans Next Generation, qui existe, si je ne me trompe pas, aussi sur l'Enterprise E. À chaque fois, il y a l'idée qu'il y a un Captain Yacht sous la soucoupe de leur vaisseau, et c'est une espèce de grosse navette, si vous voulez, qui peut servir éventuellement d'engin de secours. Et là, c'est pareil, il y avait l'Aero Shuttle qui était sous le Voyager, et ils ne l'ont jamais utilisé. Pourtant, les designs sont là. Tout ce qu'on retrouve en fait dans le Voyager, c'est ça. Et il y avait quand même un design qui était prêt à l'emploi, mais qui n'a jamais été utilisé, et c'est bien dommage. Mais là, on retrouve encore une fois le design du runabout de Deep Space Nine ici, pour le poste de pilotage, cet élément ici aussi. Et je ne parle même pas de cet élément-là. Donc on sent que ça a été fait effectivement sur la même période et en même temps que Deep Space Nine. Donc Delta Flyer qui a été aussi développé, puisque en fait visiblement dans Voyager se contenter des petites navettes de Starfleet ça suffisait pas, donc il développe un vaisseau totalement différent, certainement un petit peu trop grand. On ne sait pas trop d'ailleurs dans quelle soute il peut tenir dans le Voyager, mais bon, c'est pas grave, apparemment. Ils ont un TARDIS dans le Voyager qui permet de stocker plein de choses. C'est très intéressant, mais c'est quand même, ça fait partie des designs un petit peu trop différents, un petit peu trop alien, j'allais dire. J'aime bien le vaisseau, mais franchement, il fait absolument pas Starfleet, il fait absolument pas Fédération. Ce que peut-être voulu aussi. Là, c'est la navette de Nilix, à savoir à quoi ça pouvait ressembler. Mais du coup, il ne montre pas à quoi il ressemble au final. Je n'en ai d'ailleurs pas la moindre idée. Je sais qu'il apparaît dans 1 ou 2 épisodes, mais c'est tout. Là, c'est l'USS Raven, qui est une espèce, là encore, de runabout surboosté. Et qui apparaît donc dans un épisode assez poignant avec Seven of Nine qui retrouve la trace de ses parents. Le Prometheus, donc ça c'est vraiment un de mes vaisseaux préférés, qu'on ne voit que dans un seul épisode, enfin on le voit dans plusieurs épisodes, mais c'est le vaisseau héros d'un épisode qui s'appelle Message dans la bouteille, avec le docteur qui est envoyé à travers les étoiles sous la forme de données, et qui est enregistré par l'ordinateur de bord du Prometheus, qui est disponible à un moment par le Voyager pour envoyer un message. Et donc du coup, il se retrouve dans un vaisseau qui a la particularité de pouvoir se séparer en 3 morceaux, et qui a été fait et pensé pour lutter contre les Borg. Et là on voit encore une fois les premiers schémas. Et au final, on se retrouve avec ça. En fait, c'est très très proche. C'est un peu comme si c'était le mélange de l'Enterprise E et du Voyager. Et je le trouve absolument magnifique. Vraiment magnifique. Et voilà ce que ça donne au final. C'est d'ailleurs pour moi certainement les meilleures pages de ce bouquin. Et j'adore cet épisode. Franchement, je vous le
Je vous le conseille. Et sinon, il y a l'Equinox ici, qui emprunte pas mal d'éléments, assez étonnamment, du Defiant. Ici, là par exemple, cette partie-là est reprise du Defiant ici. Là, ces éléments-là sont repris ici et au final n'apparaissent plus sur le design final parce que c'était trop proche. Mais ça, c'est la première version du vaisseau et puis ils l'ont rendu un petit peu plus petit, un petit peu plus saccagé dans un double épisode de Voyager que j'aime beaucoup, encore une fois, qui est tout simplement Equinox. Federation Scout Ship, alors celui-là je le connais pas. Baku Planet, d'accord. Bon, bah, ça fait partie d'un truc qu'il y a dans un film que je n'aime pas trop, qui est Star Trek Insurrection, donc on va le passer. Le Phoenix, c'est l'espèce de fusée qui utilise les moteurs Warp pour la première fois. Donc dans le film, lui excellent par contre, qui est Star Trek First Contact avec les Borg. Donc vraiment très très bon. Ça c'est le pod d'inspection de l'Enterprise NX-01. NX Alpha, je ne vois absolument pas d'où il sort. Ça doit être dans un épisode spécial, j'imagine. Et ça c'est l'Enterprise J qui est assez spécial puisqu'en fait on le voit dans la série Enterprise. Et il a un look vraiment très effilé, très spécial, vraiment très alien et pour le coup très futuriste. Et là encore on retrouve l'idée de Wing Ship qui n'avait pas été utilisée pour Voyager. C'est amusant. Medusan Ship, alors ça c'est autre chose, ça c'était un vaisseau qui avait été fait pour la série des années 60 et ils ont utilisé en fait comment dirais-je, un croquis et une idée, un design qui n'avait pas été utilisé et ils l'ont mis dans la version remasterisée de la série. Alors moi je le trouve pas terrible. Vaisseau Gorn, donc ça c'est l'espèce de lézard de Star Trek. Le Bird of Prey, ça c'est très amusant, ça c'était un design voulu pour Star Trek 3. Alors au départ c'était un vaisseau romulien et finalement c'est devenu un vaisseau Klingon. Mais en fait Bird of Prey, les oiseaux de proie normalement sont romuliens. Mais les personnages ennemis de Star Trek 3 ont été changés finalement en cours de route. Au début ça devait être des Romuliens, après c'était des Klingons, mais le travail sur le Bird of Prey était déjà trop avancé. Mais dans l'univers de Star Trek c'est quand même, je vais pas dire justifié, mais logique, puisque de toute façon même dans la série originale, les vaisseaux Klingons et les vaisseaux Romuliens à un moment étaient les mêmes, donc il y avait apparemment un échange de matériel entre l'Empire Klingon et l'Empire Romulien. Reste que normalement c'était un vaisseau romulien au départ et le coup d'avoir un Bird of Prey avec les ailes qui bougent, c'était tout simplement parce que le design, je crois qu'on le voit un petit peu plus loin, le design original de la série des années 60 montrait effectivement un oiseau sous les vaisseaux, peint sous les vaisseaux romuliens, et donc l'idée de Leonard Nimoy qui a réalisé, je répète, le vaisseau. Leonard Nimoy qui a réalisé le 3e film de Star Trek, et ben c'est lui qui a voulu en fait avoir des ailes qui bougeaient et d'avoir donc ces détails là qui rappelaient pour lui en fait quelqu'un qui faisait de la muscu et qui montrait ses muscles, bandait ses muscles, se tordait les bras pour montrer de quoi il était capable. Et donc la version d'attaque du Bird of Prey, ça devait ressembler à ça, et effectivement ça a de la gueule et carrément aussi footballeur américain. Du coup bah, ce détail ici en fait revient en fait du casque des footballeurs américains, et c'est assez amusant de voir tout ça quoi. Mais en fait finalement c'est un mélange entre ces deux vaisseaux là. Ensuite on a Vidger qu'on voit dans le premier film de Star Trek qui date de 79. Et là, pour le coup, c'est un design et une vision de fou
parce que là pour le coup non seulement c'est très alien, mais ça reste une machine et ça se voit, ça se sent. C'est simplement que c'est une machine qui est énorme, qui a des formes non seulement aliens, mais surtout une taille difficilement imaginable, même dans l'univers de Star Trek, puisque le vaisseau de Vidger est presque aussi grand que le système solaire qu'on connaît. Donc il a plusieurs unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre, et Vidger est plus grand de plusieurs unités astronomiques. Donc c'est juste énorme. Mais finalement, la forme générale de Vidger, c'était plutôt ça. Sauf que c'est caché par un truc énorme, donc une espèce de nuage, presque une nébuleuse. Et ils ont fait ça en vrai avec des effets de laser, des effets de fumée, et ça fonctionne à fond, quoi. Le film a beau dater de 79, c'est absolument magnifique. Il est assez lent, assez chiant ce film, mais il est beau. Et en plus, c'est magnifié par les magnifiques musiques de Jerry Goldsmith, à qui on doit beaucoup. Et donc là, il rappelle du coup justement ce qu'est ce voyage au sein de Vidger. Et c'était donc dirigé par John Dykstra, l'inventeur de la Dykstraflex, celui à qui on doit tant de magnifiques scènes, notamment dans Blade Runner, au hasard, mais pas que. Il a cette capacité de jouer sur les lumières, sur les images, et à l'époque tout ça s'était fait sur pellicule, donc imaginez bien qu'il n'y avait pas moyen de traficoter une image en post-production sur ordinateur comme on peut le faire facilement maintenant. Donc vraiment c'était voilà, c'est juste extraordinaire. C'est peu ou prou proche de ce qu'on peut imaginer comme image complètement psychédélique qu'il y avait déjà dans 2001, et très clairement c'est ce qui a dirigé l'envie de faire ces scènes-là, puisque le film de Star Trek arrive au cinéma 10 ans après 2001, l'Odyssée de l'espace. Le vaisseau romulien, justement, refaçonné pour Next Generation face à l'Enterprise D, on le connaît sous cette forme-là, mais en fait il n'a pas toujours eu cette forme-là. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'Enterprise des débuts de Matt Jeffries reprenait cette idée-là qu'il n'avait pas de nacelle, il avait une soucoupe, mais il avait une espèce des vents ou je ne sais quoi, enfin cette forme-là ici, et c'est cette idée-là qui a été reprise pour faire le vaisseau romulien. Sauf qu'au départ, pour le rendre très agressif, effectivement il l'est là, les ailes étaient plutôt en haut et en bas. Donc ça devait plutôt ressembler à ça. Et finalement ils ont retourné le truc et ça semble plus logique comme ça, mais beaucoup moins agressif quelque part. Donc c'est un peu comme s'il y avait deux Birds of Prey romuliens pour le coup, qui s'étaient mis l'un sur l'autre avec un truc commun ici, mais il a un look d'enfer. Et sinon le Val d'Or reprend justement l'idée des oiseaux de proie, cette fois-ci plus classique, et ça c'est dans un film malheureusement que je déteste. Les effets spéciaux ils sont magnifiques, mais le film est nul à tous les points de vue, et c'est Star Trek Nemesis, qui est le 10e film de Star Trek, et qui était, si je ne me trompe pas, le 4e film Next Generation, donc avec Picard et son équipe. Donc le vaisseau Val d'Or, lui, par contre, est absolument magnifique. Et là, on a le vaisseau romulien Bird of Prey classique. Alors ça, c'est dans la série des années 60, hein, ça se sent. Et par contre, là, on a une version de John Eaves pour la version du 22e siècle que l'on voit un petit peu dans Enterprise, et qui est très très beau, vraiment magnifique aussi. Le CS Horizon, alors ça c'est un vaisseau de transport civil, on va dire. Le Val Class, ça c'est apparemment plutôt un vaisseau vulcain. Lion Timeship, Rick Stenbach qui a travaillé là-dessus, c'est sur quoi? Ça me dit rien du tout. C'est peut-être le vaisseau qu'on voit dans Voyager, un vaisseau temporel.
Oui, c'est ça. Alors, il est pas comme ça du tout dans la version finale. En fait, c'est marrant parce que ce design-là m'a fait penser à un jouet qui est vraiment magnifique, une petite navette de Starcom, si vous connaissez cette gamme de jouets. Et la Federation Holoship, alors c'est évidemment là, c'est aussi dans un film que je n'aime pas. A priori, ça serait le vaisseau, mais qu'on ne voit pas au final, qui est dans Star Trek Insurrection, qui est donc le 9e film de Star Trek. Et au final, au lieu de faire un vrai vaisseau, ils ont fait une espèce de barge comme ça, voilà. C'est ça qu'on voit dans le film au final. Alors ça, c'est un vaisseau Borg, des Borg renégats qui ont repris le contrôle sur leur vie et qui sont indépendants les uns des autres, mais qui restent quand même entre eux et qui foutent un peu le bordel au sein de la Fédération. La sphère Borg qu'on voit donc encore une fois dans l'un des meilleurs films de Star Trek qui soit, qui est donc Star Trek First Contact. Votre City Ship, alors je sais pas du tout d'où il sort ce truc. Apparemment c'est pour Voyager, mais ce design ne me dit rien du tout. Ça, à mon avis, ça n'a pas été gardé, et c'est peut-être ça la version définitive, mais ça ne me dit rien du tout. Et les vaisseaux Andorians qu'on voit dans Enterprise, et là l'Intrépide qui est un des plus beaux vaisseaux aussi d'Enterprise, qui du coup finit plutôt comme ça. Et qui avait déjà aussi, ça vous intéressera de le voir, qui avait déjà l'idée d'utiliser des espèces d'anneaux comme on voit dans Star Trek Discovery. Donc ça ne date pas non plus d'hier. Et ça, c'est le vaisseau Antares qu'on voit dans la série animée de Star Trek et qui va être repris, redesigné pour apparaître dans la version remasterisée de Star Trek, la série des années 60. Série remasterisée que vous pouvez voir sur Netflix. Donc là, les vaisseaux Xindi qui pour le coup sont non seulement très aliens mais surtout très organiques. On y reconnaît des designs un petit peu comme pour les Cardassians dans Deep Space Nine, mais aussi pour les vilains pas beaux dans Insurrection. Et ils sont juste magnifiques. Là on reconnaît d'ailleurs des éléments qui pourraient rappeler en fait l'Enterprise J. Et tout cela reflète les différentes cultures et races que regroupent les Xindi, qui se sentent menacés par les humains et leur évolution, et qui ont eu des visiteurs du futur qui leur ont dit, voilà, éliminez ceux qui vont donner naissance à la Fédération, et vous en sortirez bien. Et du coup, ils croient à ces voyageurs du futur, et ils mettent au point une arme destructrice qui manque de peu de réaliser leur plan, et attaque finalement de manière préventive la Terre, et c'est ce qui va mener l'Enterprise NX-01 à faire une enquête sur 2 saisons quand même, hein, sur qui sont ces Xindi, qu'est-ce qu'ils leur veulent, et pourquoi ils les attaquent. Mais toute la série Enterprise en fait reflète une idée de dire que si c'est différent de ce que les gens attendent par rapport à la série des années 60, c'est qu'il y a une guerre temporelle qui a certainement modifié le temps, la timeline. Et là, c'est clairement dans cet esprit-là, des événements qui ne sont pas indiqués dans la timeline qu'on connaît des années 60, et qui se font jour pourtant dans cette série-là, mais qui recollent les morceaux. C'est juste génial. Je vous recommande cette série. On en apprend plus sur les Klingons, sur les races humaines qui ont été augmentées et améliorées entre guillemets. On en sait plus sur des tas de races, sur donc ces êtres à la peau bleue avec des antennes sur la tête, les Andoriens. On en sait plus évidemment sur les Vulcains. Voilà, c'est vraiment les débuts de ce que va devenir Starfleet, et de ce que va devenir la Fédération, qui va naître des exploits du capitaine de l'Enterprise NX-01, qui est le capitaine Archer. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour de ce livre. Désolé, ça a duré 30 minutes, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc encore une fois,
je ne saurais trop conseiller ce genre de livre pour ceux qui, comme moi, aiment les designs de vaisseaux, aiment l'univers de Star Trek. Franchement, on en apprend beaucoup. Bon, la plupart des choses qui sont indiquées là-dedans, je le savais déjà, mais c'est parce que je me suis tapé, encore une fois, des dizaines de bouquins sur plus de 30 ans, que je me suis tapé tous les bonus des films, tous les bonus des séries, voilà. Mais là, c'est une synthèse de connaissances sur ces vaisseaux qui est absolument extraordinaire, et sur papier, moi ça me plaît. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a même des designs et des concepts que je ne connaissais pas. Donc voilà, ça c'est riche en informations, c'est riche en illustrations, et c'est franchement fait pour nous plaire, nous amoureux des mechas et amoureux des vaisseaux spatiaux. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette présentation en tout cas vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, coucou aux grands anciens. J'espère que vous me rejoindrez à PopCon à la mi-avril prochain. Je vous mets tous les détails et les liens qu'il faut dans la section justement présentation de la vidéo, et je vous dis donc à très bientôt pour très certainement la présentation d'un nouveau livre.